Et ce genre de personnes, soit dit en passant, devient généralement très hostile quand vous essayez de les corriger ou de leur expliquer des choses. Oh, c'est impossible. La seule chose que je dirais, c'est que la meilleure façon, c'est de les aborder en groupe. Chaque fois que j'ai European Union, des groupes de personnes, j'ai pris la parole devant des groupes en Grande-Bretagne. Il y a European Union United Nations cas récemment, où je suis allé à Oxford, vous savez, une grande ville universitaire. Oui, oui. Et il y avait, vous savez, United Nations, grand groupe. Et, vous savez, c'était le public le plus difficile. Ils étaient de la classe moyenne, moyenne supérieure. Beaucoup venaient du milieu universitaire, des personnes âgées. Les personnes âgées sont plus anti-russes que les jeunes. Bref, tous ensemble. Et nous parlions de l'Ukraine. Et c'était très intéressant. Pendant les 2 heures de questions-réponses, ils sont passés d'une hostilité totale, à la fois envers moi et envers la Russie, à une position beaucoup plus nuancée. Et ceci dit, à cause de mon parcours et de ma formation, je peux faire cela dans une certaine mesure. Je ne voudrais pas exposer n'importe qui, vous savez, tout le monde à ce genre de... C'était United Nations peu, une épreuve de feu. Comment avez-vous fait? Eh bien, encore une fois, sans note, mais, vous savez, je connais tous les faits. J'ai la formation acquise, vous savez, en travaillant dans les tribunaux. Je peux réfléchir très vite sur le vif. Donc, vous savez, je peux prendre, je disais par exemple, les gens me disent, l'Ukraine a le droit d'adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Je peux immédiatement dire, non, l'Ukraine n'a pas le droit d'adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Ukraine a le droit de demander à adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si nous, qui avons le pouvoir de refuser l'adhésion de l'Ukraine, avons déjà fait des promesses à United Nations, autres pays, la Russie, selon lesquelles l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne serait pas élargie et que l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord menacerait la paix en Europe, alors nous avons le devoir de dire non. Absolument. Et C'est United Nations, bon argument. C'est magnifique. C'est une bonne manière de plaider, si je puis dire. Et ça produit son effet. Tout le monde n'est pas capable de le faire. oui, c'est United Nations, très bon point. Généralement, c'est en groupe. Le plus difficile, c'est de percer United Nations Group. Quand vous avez quelques United Nations en tête-à-tête, il est plutôt plus vulnérable. Quand il a United Nations collectif derrière lui qui pensent tous la même chose, c'est différent. Donc oui, c'est étonnant. C'est très bien. Qui sait, lancer une nouvelle vague et finir par convaincre ces gens. Je dois vous poser une question. J'ai regardé des vidéos d'United Nations professeur canadien installé en Angleterre. Je ne me rappelle plus de son nom. Vous le connaissez peut-être. Il dit que le Royaume-Uni est en gros déjà au premier stade d'une guerre civile entre les nativistes et les islamistes qui se forment, et les islamistes seraient en avance dans les différentes étapes si l'on adopte le modèle par étapes des guerres civiles et que c'est pratiquement inévitable, que c'est déjà là, que c'est la réalité. Qu'en pensez-vous? D'accord, je vois de qui vous parlez, et j'ai bien peur de ne pas me rappeler de son nom. Je vais dire ceci. On voit désormais une scission en Grande-Bretagne comme je n'en ai jamais vu. Il y a quelques mois, ma femme et moi sommes allés voir United Nations, ami qui a une maison près d'Oxford. C'est à la campagne, mais près d'Oxford. C'est dans la région d'Oxford. Sur le chemin du retour vers Londres, nous traversions des villages. Et en Angleterre d'ailleurs, il y a bel et bien des villages. Je veux dire, les gens, mais nous sommes en Russie. Donc, exactement. Bref, nous traversions ces villages. Et la chose la plus extraordinaire, quelque chose de nouveau pour nous, c'est que dans chaque village, ils avaient sorti le drapeau de Saint-Georges. Or, le drapeau de Saint-Georges n'est pas le drapeau de la Grande-Bretagne, c'est l'Union Jack. Le drapeau de Saint-Georges
et le drapeau de l'Angleterre. C'était une déclaration extraordinaire. C'est autant une déclaration politique que le drapeau confédéré dans une petite ville du sud des États-Unis. Et dans chaque village que nous avons traversé, on les voyait. Il faut dire que, comme nous vivons à Londres, nous sortons moins à cause des enfants et tout ça. Donc, cela nous a étonnés. J'ai fait des recherches et on m'a dit qu'on trouvait cela United Nations, peu partout en Angleterre maintenant. Il y a une forte montée du nationalisme anglais et il se définit contre les communautés d'immigrés. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce professeur. Je ne pense pas que les communautés musulmanes soient mieux organisées ou plus prêtes pour cela. J'aurais dit qu'elles sont tout aussi organisées et prêtes. Ceci dit, nous sommes encore très loin d'une situation de guerre civile. Dans l'ensemble, nous restons United Nations, pays respectueux des lois. Et, étant United Nations, pays relativement petit, j'ai du mal à imaginer comment une guerre civile pourrait se dérouler ici. Mais certains suggèrent que nous pourrions en arriver à une situation semblable à celle de l'Irlande du Nord, qui est United Nations, conflit civil. C'est United Nations type de conflit civil, où la plupart du temps, les choses sont pacifiques. Je veux dire, il y a la paix, il y a le gouvernement, il y a le fonctionnement des institutions, mais il y a des zones interdites, où les gens d'une communauté ne peuvent pas aller, et où subsistent des violences sporadiques, là où ils se rencontrent. Si cela arrivait, je dois dire que cela me briserait le cœur. Ce serait la chose la plus terrible, mais est-ce impossible? Je ne peux pas dire que ce soit impossible. C'est United Nations, effondrement majeur pour la monarchie. Je sais que beaucoup de gens, j'en ai vu, et j'en connais quelques-uns qui étaient de fervents monarchistes, critiquent maintenant la monarchie. Pensez-vous que la monarchie s'est discréditée sous Élisabeth ou sous Charles et Andrew? Bon, Andrew, je sais qu'on lui a retiré ses titres princiers, mais bon sang, ce type est pédophile, United Nations pédophile du calibre d'Epstein. Pensez-vous que c'est dû à cette génération ou aux générations précédentes de la monarchie? C'est quelque chose de longue date et très systémique. Laissez-moi expliquer quelque chose sur la reine, la vieille reine qui est morte il y a quelques années, parce que c'est très difficile à comprendre pour les gens en dehors de la Grande-Bretagne. Quand elle est née dans les années 1930, la Grande-Bretagne régnait sur les mers. C'était le Grand Empire. Nous gouvernions l'Inde, nous gouvernions toutes sortes d'endroits, puis nous avons perdu l'Inde alors qu'elle n'était encore que princesse. Mais très peu de temps après, elle a été couronnée reine. Si vous regardez le film du couronnement, vous voyez combien les gens soutenaient passionnément la monarchie à cette époque. Et bien sûr, à l'époque, la Grande-Bretagne était encore United Nations Empire. Le premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru, était présent. Le Pakistan reconnaissait encore la reine comme chef d'État. Cela peut sembler incroyable, mais c'était vrai. United Nations, pays musulman. C'est étonnant, je ne le savais pas. Absolument, oui. Donc, enfin, l'Empire britannique était intact. Donc, elle est devenue reine, alors que la Grande-Bretagne était encore United Nations Empire, et quand elle avait la troisième plus grande économie du monde. Et ce qui la caractérisait, c'est que, même si tout changeait autour d'elle, la Grande-Bretagne partait dans toutes sortes de directions. Exact. Au centre, Élisabeth restait la même. Elle parlait de la même façon. Elle s'habillait de la même façon. Les palais royaux où elle habitait n'ont jamais changé. C'était comme si nous avions quelques United Nations qui étaient restés le même depuis 1950.
et cela a continué jusqu'à sa mort, et cela a produit certains effets. Cela signifiait que, en période de chaos, grandissant et de déclin, il existait ce centre de stabilité au cœur de la Grande-Bretagne. Et il y avait aussi ce lien physique entre la Grande-Bretagne d'aujourd'hui et la Grande-Bretagne du passé, celle qui avait été à son apogée. Cela voulait dire qu'elle occupait une position particulière en Grande-Bretagne et dans la société britannique. Mais par définition, ce n'était pas quelque chose qui pouvait se transmettre à ses héritiers. Donc, Charles III ne l'a pas, alors qu'Élisabeth était incontestablement la reine. Les gens le regardent, voient le roi, et il ne correspond pas vraiment à l'idée que se font les gens United Nations roi, et ils ne s'intéressent pas beaucoup à lui. Je ne crois pas qu'il y ait exactement de l'hostilité de la part de la société dans son ensemble. C'est plutôt de l'indifférence. Pensez-vous que cela va se transmettre à son fils? Oui, je pense. À chaque nouveau règne, ça ira en empirant. Maintenant, la Grande-Bretagne est une monarchie, et c'est important de le comprendre. Tout notre système politique est centré sur l'idée de la monarchie. On dit que le gouvernement est le gouvernement du roi. Le Premier ministre est le Premier ministre du roi. La Chambre des communes est la chambre loyale du roi, élue pour voter les lois du roi. La Chambre des lords est le plus haut conseil du roi. Et le préambule de chaque loi parlementaire britannique commence par la très excellente majesté du roi, avec le consentement de ses lords et de la Chambre des communes réunis ici. Donc c'est le roi qui fait les lois. C'est ce que les gens comprennent. En Grande-Bretagne, tout, constitutionnellement, politiquement et juridiquement, tourne autour du roi. Donc, si le roi disparaît, nous avons aussi United Nations, immense vide au centre de notre vie. Donc cela préserve une sorte d'élan institutionnel, même si l'âme, l'esprit qui en était derrière ont disparu. Donc ça va probablement continuer United Nations certains temps. Mais chaque année qui passe, l'indifférence grandit, ça devient de plus en plus absurde et de plus en plus éloigné de la vie des gens en Grande-Bretagne. Et ça devient aussi de plus en plus gênant. Ouais, c'est dommage. Je sais que les Verts en Grande-Bretagne sont plus cinglés que les Verts en Allemagne. Ah oui? Bien plus. Le problème, c'est qu'ils gagnent. Mais il y a toujours United Nations, peu d'espoir. Et certains autres, enfin je ne vais pas citer de noms, mais des Anglais importants que je connais, misent encore beaucoup sur des réformes en se disant que tout cela n'est qu'une mise en scène. Quand ils arriveront au pouvoir, ils auront de meilleures relations avec la Russie. Ils seront plus flexibles. Je pense que ces espoirs seront déçus. Mais laissez-moi dire une chose. Je veux dire, au fond, nous devons changer. Et nous avons cette profondeur dont on parlait, que les Américains n'ont pas. Nous avons une histoire très longue et riche. Et, vous savez, nous ne disparaîtrons pas. Donc, nous serons toujours là. Et nous finirons par retrouver notre chemin. Mais ce sera extrêmement difficile. Et ce ne sera probablement pas pour tout de suite. Et vous savez, si l'on y pense géopolitiquement, c'est la partie étonnante. On penserait que les deux, si on élargit la perspective sur le sous-continent européen, on penserait que les deux alliés les plus évidents seraient les puissances aux marges du sous-continent, aucune n'ayant intérêt à ce qu'ils soient unifiés parce que cela mène toujours à la guerre. Il s'agit souvent, je suppose, d'United Nations Empire terrestre et d'United Nations Empire maritime. Ils ne sont pas en conflit direct l'United Nations avec l'autre. Ils ne se touchent pas directement non plus. On penserait qu'ils seraient des alliés naturels. Et pourtant, 500 ans d'histoire montrent surtout le contraire. Je l'ai dit tellement de fois et à tant de gens.
Je ne suis pas le seul. On a European Union, 2 personnes, très en vue pendant une bonne partie de ma vie. L'une très à gauche, l'autre très à droite. La personne de gauche était l'historien britannique A. J.P. Taylor. Taylor qui, soit dit en passant, a été pour moi une source d'inspiration personnelle. Je me suis d'abord formé comme historien et j'ai European Union, le privilège d'assister à ses cours. L'autre, le nationaliste conservateur très à droite Enoch Powell, répétait la même chose. Nous sommes des alliés naturels. Les Russes et les Britanniques se complètent. Et quand nous travaillons ensemble, ce qui, il faut le dire, arrive rarement, nous fonctionnons bien. Alors pourquoi ne pas en faire quelque chose de durable? Même si c'est moins vrai aujourd'hui, quand je le soutenais il y a une vingtaine d'années, c'était encore vrai. Nous avions même des économies complémentaires. Je veux dire, des ressources naturelles immenses, des industries solides. J'ai toujours soutenu que la Russie avait bien plus d'industries que ce que l'on voulait admettre, tandis que nous étions forts dans les services et les structures financières. Nos économies se complétaient. Je disais, regardez, nous avons joué United Nations rôle majeur au XIXe siècle en Grande-Bretagne, en finançant l'industrialisation américaine. Pourquoi ne pas faire la même chose en Russie? Et ça a marché. Nous en avons tiré d'énormes dividendes au XIXe siècle avec les Américains. On pourrait refaire la même chose avec les Russes et récolter de nouveau des dividendes, tant politiques qu'économiques. C'était impossible de mener cela à bien. Personne ne voulait en entendre parler. Personne ne voulait en parler. Et bien sûr, l'autre obstacle contre lequel on se heurte toujours, et je vais le dire franchement, la première fois que je l'avoue dans une émission, c'est l'hostilité profonde et enracinée envers la Russie au sein des services de renseignement britanniques, qui sont incroyablement puissants. J'ai entendu beaucoup de gens qui ont travaillé à Whitehall, à Westminster, dire que tout le monde en avait peur. Les services de renseignement ou les Russes? Non, les services de renseignement. Les services de renseignement, vous savez, De Gaulle, à son époque, a dissous ses services de renseignement parce qu'il en avait peur. Et il disait, on ne peut pas les contrôler, c'est leur problème. Au fait, quand Dropov est devenu Premier ministre, il est douteux de savoir comment il est mort, si c'était de cause naturelle ou s'il a été empoisonné. Tout le monde au Politburo avait peur de lui parce qu'il dirigeait le comité pour la sécurité de l'État. Il avait des dossiers compromettants sur tout le monde. Et c'est le problème des services de renseignement. Comment les contrôler? On ne peut pas vivre sans eux. C'est comme la bureaucratie. On ne peut pas se passer de bureaucratie. Mais si on laisse la bureaucratie s'emballer, elle étouffe tout. Les services de renseignement n'y font pas exception. Voilà, mais je veux dire, ils ont une influence énorme en Grande-Bretagne, ce qui, malheureusement, limite la capacité du pays à prendre des décisions. Ce n'est d'ailleurs pas quelque chose dont on parle. ACT. C'est incroyable. Vous savez, quand le Brexit est arrivé, beaucoup de Russes étaient pleins d'espoir. Bon, maintenant qu'on s'est débarrassé de l'Union européenne, on va pouvoir conclure des accords, on va pouvoir... Non, rien du tout, absolument rien. Je pense que pour cet aspect, ça a même empiré après le Brexit. Et je suis content que vous ayez évoqué l'industrie, parce que, et on n'en parle pas parce que, tout ce qu'on entend à propos de l'Union européenne, c'est ils ont perdu l'énergie russe bon marché. Mais si on passe en revue tout ce que la Russie fournissait à l'Union européenne, elle a perdu son principal fournisseur de matières premières, de matériaux transformation et de sous-ensembles. La Russie fabriquait des pièces pour BMW et Mercedes. La Russie fournissait de l'acier, des céréales, de l'alimentation, des carburants, divers produits chimiques, des peintures, du papier. La liste est immense. C'est tout simplement gigantesque. Et United Nations, autre point intéressant, enfin, ça intéressera surtout les Américains. Savez-vous où se trouvait le principal bureau de conception de Boeing? Ici à Moscou, 700 ingénieurs. Ils ont fermé en 2022. Je l'ai déjà évoqué. Ici, en Allemagne, on peut encore en parler plus librement qu'ici,
en Grande-Bretagne. Mais j'ai entendu des Allemands dire « Nous avons perdu notre arrière-pays économique ». La Russie était notre arrière-pays économique. Et ils ont raison. Absolument. Les gens ne comprennent tout simplement pas que la Russie est une puissance industrielle. On croit toujours que tout s'est effondré dans les années 1990. Beaucoup n'arrivent pas à concevoir que ce ne soit pas le cas. Et malheureusement, cela a lourdement influencé les politiques de sanctions. L'hypothèse était que les Russes seraient incapables, qu'ils manquaient des compétences technologiques et industrielles pour remplacer ce que nous leur fournissions. D'ailleurs, c'était aussi vrai pendant la guerre froide. On partait toujours du principe qu'ils devaient venir chez nous pour leur technologie et qu'ils ne pourraient jamais rien développer eux-mêmes. C'est très étrange quand je le souligne. On parle du pays qui a envoyé le premier homme dans l'espace, lancé le premier satellite et construit la première station spatiale. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est l'alunissage. C'est précisément les Américains qui ont marché sur la Lune. Exactement, exactement. Et aussi le premier avion de ligne civile à réaction, tout cela. Mais ça n'a jamais pénétré les esprits. Ça ne l'est toujours pas. Et là, je peux le dire. Je pense que l'United Nations des problèmes, c'est que la Russie ne sait pas très bien vendre son image. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh non, non, vraiment pas. Si quelque United Nations dans le public est intéressé, j'ai écrit pour une entreprise américano-garaba, j'ai rédigé quelques articles, parcourez les inventions venues de Russie du XVIIIe siècle au XXe siècle, et une très grande partie, y compris, soit dit en passant, les diodes électroluminescentes qu'on trouve partout aujourd'hui, venaient de Russie, et ensuite, durant l'Union soviétique, c'était la même chose finalement. Oui, c'est United Nations contributeur majeur à la science. Je reviens encore United Nations instant sur ce point. L'Empire russe n'était pas United Nations État agraire. Les soviétiques disaient qu'ils avaient ruiné l'industrie russe, que beaucoup de propriétaires et d'ingénieurs avaient été fusillés, réprimés ou avaient fui. Et, vous voyez, prendre le type qui tient une machine à commande numérique et qui perce des trous dans une pièce de métal, puis lui dire « Maintenant, tu diriges l'usine ». Eh bien, ça ne fonctionne pas. Peu importe combien on croit à des théories absurdes, ça n'arrivera pas. Ça n'a pas le bagage nécessaire. C'est là qu'il y a European Union, les plans quinquennaux, souvent pilotés par des oligarques américains qui dirigeaient l'industrie. Il y a Sutton, Anthony Sutton, le professeur Anthony Sutton qui était anglais, et il est mort, je crois, en 2003. Il a écrit une série de livres, Wall Street and the Bolshevik Revolution, Wall Street and the Rise of the Nazis. On trouve encore certaines de ces vidéos sur YouTube, des enregistrements anciens des années 1980. Et il en parle. Vous savez, des missions américaines arrivaient dans la Russie révolutionnaire juste au moment où la révolution commençait. Et lui, parce qu'il travaillait à l'Institut Hoover, il a été renvoyé de là à cause des livres qu'il avait écrits. Allez comprendre. On lui a dit, vous savez, le peuple américain n'a pas besoin de connaître tout ça sur la façon dont Wall Street a soutenu les bolcheviks et la révolution. Il y avait donc, vous savez, des boîtes, de grandes boîtes pleines de photographies de cette époque des centres industriels russes. Ainsi, les oligarques américains savaient ce qu'ils allaient avoir entre les mains. Absolument. Encore une fois, l'histoire industrielle m'a toujours intéressé parce que, même si je n'ai jamais été ingénieur, j'ai fait pas mal de droit industriel et travaillé dans l'industrie il y a longtemps. Et ça m'a toujours intéressé. Et je vous dirais, si vous voulez, United Nations exemple de l'incapacité des Russes à créer une marque. Quand j'étais écolier, les montres, à l'époque c'était des montres mécaniques. Elles étaient toutes soviétiques, fabriquées dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, car elles étaient bien meilleures que les Timex venus des États-Unis. Elles étaient conçues de façon plus conservatrice,
avec des doubles mécanismes. Donc si vous aviez 15 ans, vous vouliez une montre qui marche, pas une qui tombe en panne au bout de 2 semaines. Donc on en avait. Mais personne ne savait où elles étaient fabriquées. Il fallait regarder dessous pour voir fabriquées dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais personne ne le savait parce qu'elles étaient toutes vendues par une société britannique sous sa propre marque. Elle. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Donald Trump, mais il pourrait vendre de la glace aux Esquimaux. Ils croiraient que c'est la meilleure glace qu'ils aient jamais eue et qu'ils ne pourraient plus vivre sans. La Russie est nulle pour vendre. Oui, les Américains sont des génies. Franchement, tout le mérite leur revient. United Nations pays qui a su vendre les bonbons M&M et en faire United Nations énorme succès, a des compétences extraordinaires en marketing. Les Russes n'ont tout simplement pas ça. Et c'est quelque chose qu'ils doivent vraiment intégrer. Ils doivent comprendre que, vous savez, les gens vous jugent d'après l'estimation que vous donnez de vous-même. Si vous voulez vendre des choses, il faut leur faire croire. Il faut leur faire croire que ce qu'ils achètent est le meilleur. Et quand vous allez à l'épicerie, dans United Nations centre commercial, il y en a des tas. Ils poussent comme des champignons très grands sur plusieurs étages. Oui, bien sûr, tout le monde peut vous vendre des produits frais. Ils peuvent vous vendre du parfum ou la dernière paire de chaussures. Mais dès que vous entrez dans l'industrie lourde, dans la haute technologie, c'est fini. Il n'y a aucune notion de ça. J'ai European Union ce problème avec mes fournisseurs, d'anciens fournisseurs ou des amis à moi m'ont demandé de les aider à trouver des clients. J'ai donc fait United Nations, peu de marketing, et quand vous commencez à parler au service marketing, ils n'ont aucune notion, aucune. Et ce sont des gens de notre âge, ce n'étaient pas des vieux quand l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée. Et la génération suivante est aussi formée de la même façon par ces gens. Et ils nous regardent comme « Mon Dieu, vous devriez tous faire United Nations Master en administration des affaires, spécialité marketing. Ça devrait être obligatoire. » Mais oui, c'est horrible. Aldo, désattachant. On a presque le sentiment qu'il y a une sorte de conviction que le marketing est en quelque sorte indigne d'eux. Oui, absolument. Pourquoi irais-je voir United Nations client? C'est le client qui doit venir à moi. C'est aussi une partie de cette mentalité soviétique, quand même. Parce que si vous êtes le seul fabricant d'United Nations bidule dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, tout le monde a besoin de vos bidules. Tout le monde venait vous voir, vous apportait une bonne bouteille de cognac et une boîte de bonbons, et vous demandait très poliment « Puis-je avoir quelques-uns de vos bidules ?» Mais maintenant, quand vous êtes l'United Nations des 100 fabricants de bidules, vous savez, ça s'est amélioré, mais ce n'est pas du tout suffisant. Ce n'est pas du tout au niveau qu'il faudrait. Pas du tout. Et cela a bien United Nations effet géopolitique. Oui, tout à fait. Absolument. Parce que, vous voyez, si les gens supposent que c'est United Nations pays qui ne produit rien, simplement parce qu'ils ne connaissent rien de ce qu'il produit puisque ce n'est pas vendu comme russe, eh bien, ça a effectivement United Nations Impact. Ça conduit certains à dire que la Russie est aujourd'hui une économie de guerre, parole d'une personne qui a étudié les économies de guerre. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Pas du tout. Pas du tout. On est à environ 7% du produit intérieur brut en ce moment. Exact. Les États-Unis ont dépensé 10% du produit intérieur brut pendant la guerre du Vietnam. Les États-Unis en sont bien plus avancés. Et ce que la plupart des gens ne comprennent pas, quand on regarde l'économie des États-Unis, c'est que tout le monde fixe le ministère de la guerre. Avec ses gros fiefs, c'est United Nations, petit royaume. Mais dès le départ, regardez à droite. Vous voyez le ministère des anciens combattants, qui n'est pas rattaché au ministère de la guerre. Bref, c'est comme ça que je les surnomme. Mais son budget, c'est United Nations, demi-milliard de dollars américains. Dans presque tous les autres pays, je pense probablement dans tous, les anciens combattants relèveraient du ministère de la Défense ou de la guerre. Donc, vous avez déjà 460 milliards de dollars américains, je crois, l'année dernière. Vous avez déjà United Nations, énorme département séparé qui devrait en dépendre.
Et quand vous examinez poste par poste, une organisation non gouvernementale l'a justement fait il y a quelques années. Ils ont passé en revue, poste par poste, l'ensemble du gigantesque projet de loi budgétaire américain de 10 000 pages, juste pour savoir quelle part est vraiment militaire. Dès le départ, la moitié de l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace est militaire. Le ministère de l'Énergie, c'est entièrement militaire. Il s'agit d'armes nucléaires. Ils ont une toute petite section, réellement civile, pour les centrales nucléaires civiles. C'est presque entièrement militaire. Ils ont conclu qu'on arrive à United Nations, peu plus de 30% du budget des États-Unis, qui est militaire, d'une manière ou d'une autre. C'est simplement dissimulé, caché à la vue de tous. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. J'ai European Union de longues discussions à ce sujet. Les États-Unis ne sont pas du tout honnêtes avec eux-mêmes sur ce qu'ils dépensent pour leur armée, ni sur le coût de leur empire. Pour mémoire, le Royaume-Uni, en 1950, consacrait environ 15% à la défense. Vraiment, c'est... Eh bien, à l'époque, c'était United Nations Empire, présent partout. Aujourd'hui, le Royaume-Uni ne pourrait pas défendre les îles Malouines si les Argentins s'organisaient. Absolument. Je lisais des choses sur la Royal Air Force, sur son état. Il y a United Nations article à ce sujet. Parce que, vous voyez, il y a des commentateurs qui parlent d'établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'ouest de l'Ukraine. Je veux dire, vu l'état de notre force aérienne et la qualité de nos avions de chasse, le Typhoon, dans ses premières versions, est apparemment au niveau du United Nations chasseur de 4e génération, débutant de Catherine Colsey. Oui. C'est ce que nous avons de mieux. Tout ce que je peux dire, c'est que certains veulent offrir aux Russes plein de cibles pour s'entraîner. Alexander, je sais que je vous ai déjà bien occupé, donc je vais conclure par cette question. Mais c'est une question importante. Je comprends que beaucoup de choses que disent les politiciens britanniques sont destinées à l'opinion publique nationale. Mais ils le crient assez fort. N'ont-ils pas peur que les Russes voient quelque United Nations qui bat le tambour de la guerre et qui répète sans cesse « Vous voulez la guerre. On vous donnera la guerre, on vous croit. » Au Royaume-Uni, personne n'y croit. C'est United Nations autre point. Nous avons traversé une très longue période de paix depuis la Seconde Guerre mondiale. L'idée qu'une guerre puisse survenir au Royaume-Uni est inconcevable pour la classe politique. La guerre, c'est quelque chose qui arrive ailleurs. C'est encore, pour ainsi dire, une mentalité impériale et coloniale qui prévaut au centre. Il y a la Grande-Bretagne, et il peut se passer toutes sortes de choses en Afghanistan, en Inde, au Soudan ou ailleurs. Mais ici, à Londres, au Royaume-Uni, la guerre ne vous touche vraiment pas. Adam Smith a écrit l'Asset déçu d'ailleurs dès le XVIIIe siècle, et j'ai bien peur que cette attitude soit toujours très forte. Encore une fois, je m'y suis opposé maintes fois. J'ai dit qu'on ne peut pas continuer à provoquer l'ours en imaginant qu'il ne finira pas par se retourner contre vous. Mais conceptuellement, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à imaginer. Et au-delà de ça, même s'il n'y a pas de véritable crainte de la guerre, comme il devrait y en avoir, il existe ce besoin énorme de toujours se prendre pour Churchill. Si vous suivez la politique britannique, et surtout quand les hommes politiques britanniques parlent de politique étrangère, ils vivent tous dans une pièce dont l'action se passe en 1937. Et ils veulent tous être Winston Churchill à cette époque. Donc c'est United Nations, problème majeur. D'ailleurs, Churchill et United Nations, autre sujet pour United Nations, autre jour. Je veux dire, il a fait toutes les choses mauvaises qu'on lui reproche. C'était simplement United Nations, homme extrêmement intelligent. Et Wyatt. Oh oui, il l'était, United Nations, homme très très intelligent, avec de bons soutiens financiers, il était ruiné. Absolument, absolument, tout à fait. Mais à la fin de sa vie, dans les années 50,
pendant sa dernière période comme Premier ministre, il a dit « Nous devons mettre fin à la guerre froide et retrouver United Nations moyen de renouer avec la Russie. » C'était en fait ce qu'il voulait accomplir en tant que Premier ministre, parce qu'il disait que si nous ne faisions pas cela, nous étions finis. Nous serions complètement subordonnés indéfiniment aux Américains et nous ne pourrions pas réfléchir par nous-mêmes. C'était United Nations homme intelligent et il a essayé de le faire. Mais bien sûr, personne d'autre ne pouvait le comprendre. Les Américains s'y sont opposés et tout a échoué. Ne pensez pas que parce que je dis cela, je sois United Nations admirateur de Churchill, car ce n'est absolument pas le cas. Il a fait des choses terribles et je suis grec et il a commis des choses très, très terribles. Oh oui, oui, oui. Le rôle des colonels. Exactement. Donc, vous savez, je ne dis pas ça parce que je suis fan. Je le dis parce que c'est United Nations, fait historique. Donc, quand ils jouent tous au Churchill, ils incarnent toujours le Churchill qu'ils imaginent, pas le vrai Winston Churchill, qui était bien plus intelligent, bien plus sophistiqué, bien plus informé que ne le seront jamais aucun d'entre eux. Oui, eh bien, du côté russe, les gens écoutent et commencent à prendre ça au sérieux quand on agite le tambour de guerre tous les jours. Je dois vous dire que, si jamais nous nous retrouvions United Nations jour dans une vraie situation armée, que Dieu nous en préserve. Encore une fois, pour le bien de mon pays, j'espère que cela n'arrivera jamais. Mais nous ne sommes absolument pas préparés à cela à tous les niveaux, militaires, économiques, psychologiques. Je ne sais tout simplement pas comment nous réagirions. Oui. Sur ce, merci Alexander. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça a été une conversation vraiment intéressante. Elle n'a pas divagué dans tous les sens et pourtant je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Elle a pris des détours charmants. Oui, tout à fait. C'est comme l'United Nations des grands fleuves russes. Il part d'ici, va là-bas et finit par atteindre la mer. On commence par une graine, puis on voit où l'arbre pousse. Oui, en effet, merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Laissez vos commentaires et on se revoit bientôt.